Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver ce vendredi pour ce numéro spécial. Vous le savez très bien, l'intégrale c'est tous les mercredis. Je reçois ces panafricanistes pour parler, pour se pencher sur des questions de politique africaine également. Donc avec eux, Emmanuel et coach Kirman Niaouré déjà sur ce plateau. Bonsoir coach. Bonsoir. Comment ça va? Ça va un peu... Voilà, avec le temps, il ne fait pas beau, mais ouais, bon, je sais que vous répondez toujours à l'invitation de Sa Majesté, ça me fait plaisir. Oui. Donc avec vous aujourd'hui, coach, on va parler de l'élection présidentielle française, la place des électeurs africains ou les électeurs français d'origine africaine. Quel est leur poids, quelle est leur part dans ces élections? On essaiera de comprendre le fond de cette élection avec vous. Déjà, c'est le 10 et le 24, le premier tour et le deuxième tour. Donc voilà. Alors, coach Kirman Niaouré, je signale que vous n'êtes pas artiste, vous êtes loin de là, vous êtes dans d'autres mondes, vous êtes dans d'autres milieux, vous êtes panafricaniste engagé également et vous militez pour la cause des Noirs, des Africains, des Afro-descendants. Alors, la première question que j'aimerais te poser, coach, avant de rentrer dans la thématique du jour, depuis que vous militez pour la cause noire en France, quelle action menez-vous pour les Français d'origine africaine pour que leur voix pèse plus dans les élections françaises? Bonsoir tous les gens qui nous écoutent. Oui, je pense que c'est une question très importante. Bon, ça exige qu'on fasse un peu l'historique. Parce qu'en tout, quand on est rapatrié, quand on est une diaspora, tout dépend de l'organisation. Voilà. Et la question noire, elle vient de longtemps. Oui. Voilà, elle date. Ouais, c'est un Guyanais, il sait ce que c'est. Mais je veux dire que ça part de l'esclavage à la colonisation jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au néocolonialisme, comme on dit. Bon, maintenant, ils nous disent qu'il y a la mondialisation, que le monde appartient à tout le monde, qu'il faut bouger, et on se retrouve ici. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous? Déjà, eux, on sait que depuis le début, ils ont eu intérêt à nous diviser pour régner. Voilà. On constate, moi, quand je suis venu ici, j'ai constaté qu'en Afrique, je disais les Antillais. Mais j'arrive en France, j'entends Haïtiens, Martiniquais, Guadeloupéens, et puis avec une connotation de différenciation. J'ai constaté ça. Et ici aussi, c'est pareil. On ne dit pas je suis africain, on dit je suis ivoirien, je suis camerounais, je suis... Voilà. Bon, donc, c'est à nous de voir ça. Moi, j'ai constaté ça, je me suis dit, tiens, c'est pas bon du tout, c'est pas bon pour l'intégration de chacun déjà et de nous tous ensuite. Voilà. Il y a eu des faits. Il y a eu des faits. On a même essayé de rassembler tout ce qui est étranger d'origine ici. Bon, il est arrivé un certain moment où il y avait pas de différence dans les recherches, dans les revendications entre Noirs et Arabes, par exemple. Bon, mais ils ont tout fait pour nous séparer encore un peu plus par la religion ou par autre chose. Donc, compte tenu de tout ça, chacun a sa vie. Moi, il est arrivé un moment où je me suis dit, tiens, quelque chose m'est arrivé, si on était unis, ça ne m'arriverait jamais. Donc, j'ai appelé des amis. Et ensuite, comme ces histoires-là n'arrivent jamais seules, tout le monde y pense. Hein. Chacun cherche comment on fait
Donc j'ai entendu parler d'un monsieur, il s'appelait Patrick Lozès, avec ses amis, qui était en train de réfléchir à ça. Je me suis rapproché, mais tout de suite. Et j'ai été aussi à l'origine de ça. Mais il y a quelque chose que je voulais dire aux gens, c'est que on a eu l'idée de nous rassembler, je crois que ça devrait être à l'AGK, et de donner 5 minutes à chacun pour dire pourquoi il veut être au CRAN. Au CRAN, c'est-à-dire le CRAN, c'était le Conseil représentatif des associations noires de France. Il a fallu réfléchir, beaucoup réfléchir, pour trouver la forme. On a dit, si on prenait individuellement, la gestion serait trop difficile. Donc, on a fait une association, en fait, une fédération d'associations. Avec un système, bon, qui a eu ses limites, mais qui a permis quand même de couvrir toute la France. Mais ce que je disais, ce jour-là, c'était important. Je crois que chacun, on a pris tout le monde, des universitaires, le petit qui faisait son petit travail dans son quartier, on a pris tout le monde. Mais c'est là que j'ai vu que chacun ici, dans ce pays, avait ses problèmes. Mais quand tu regardes, ces problèmes-là existent. Bon, souvent, on commence par dire c'est de ma faute, parce que c'est toi-même qui peux te changer. Mais c'est du fait aussi de tout le monde. Alors, la question, coach, est-ce qu'aujourd'hui, les Noirs africains, les Français d'origine africaine, hein, pèsent vraiment dans l'électorat français? Oui, mais oui, on y arrive. Parce que pour peser, c'est-à-dire qu'on dit pour compter, il faut savoir se compter. C'est-à-dire si vous ne savez pas combien vous êtes, comment vous voulez compter dans la société? Voilà. Donc, il faut déjà s'organiser. Et ces tentatives d'organisation, c'est de ça que je parlais. On est parti de SOS Racisme. On ne comprenait rien, mais ça défendait le noir. On regardait de loin la télé, Harlem Désir, il parle bien, il est beau gosse et tout, etc. Il a fait plein de choses et tout. Bon. Mais au final, je me rends compte qu'il est devenu homme politique. Et puis, il y a eu le CRAN. Bon, il y a eu d'autres choses, hein, il y a eu d'autres tentatives. On connaît des individus. Mais le fait qu'un jeune de banlieue ou un jeune étudiant se reconnaisse dans un mouvement, c'était pas facile. Et les jeunes se cherchaient. Bon, il y a eu le CRAN. Mais le CRAN, c'était vu d'en haut par le jeune de banlieue. Moi, j'y étais. On a tout fait pour que ça descende dans les quartiers. Mais là aussi, c'était un combat. Parce que, figurez-vous, on est en France. On n'est pas en Martinique, on n'est pas en Côte d'Ivoire, on est en France. Et est-ce que eux, ça les arrange qu'on soit ensemble ou pas? Donc, parmi nous, déjà, c'était difficile. Et on a souffert, hein. Le fait même que, bon, on a essayé, on a eu des partenaires. Pardon, on s'entendait très bien avec l'association des Juifs, qui nous a aidés, qui nous ont donné plein de facilités et tout. Mais ça, déjà, les gens utilisaient ça pour nous mettre en porte-à-faux avec nos frères musulmans. Tu comprends? Donc, on ne savait pas trop quoi faire. Et à l'intérieur de nous-mêmes, il y a eu beaucoup de problèmes. On réglait plus les problèmes internes que les problèmes des Noirs en France. Voilà. Après ça, il y a eu le MAF. On y viendra si tu veux poser d'autres questions là-dessus. Mais je dis qu'il y a eu le MAF. Bon. Mais la différence entre le MAF et la différence fondamentale, hein, entre le MAF et le CRAN, c'est que le MAF a intégré l'origine de l'Africain français. C'est-à-dire que le MAF n'abordait pas les problèmes en oubliant que le jeune français a besoin d'avoir sa place ici en France, mais il vient de l'Afrique. Et c'était la différence. Ce combat-là, on a essayé de le mener au CRAN, mais ce n'est pas passé. Mais au MAF, c'est passé. Parce qu'il y avait la crise ivoirienne, il y avait d'autres crises qui l'ont permis. Bon. Et là, pour la première fois, il y a eu un appel des Noirs. C'est le MAF avec Béala, c'est les premiers qui ont pris sur eux pour demander aux Africains, puisque Sarkozy
agresse la Côte d'Ivoire pour rien. Il faut qu'on se rassemble, qu'on vote, pas pour Hollande, mais contre. C'est-à-dire qu'on ne reconduise pas le mandat de Sarkozy parce qu'il risque de prolonger notre souffrance. Voilà. Donc, c'est un truc comme ça, c'est ce qu'il faut arriver à être. Quand les candidats sauront que un ou deux d'entre nous peuvent lancer un mot d'ordre et les autres vont suivre parce qu'ils les respectent, forcément, ils vont les appeler. Et c'est comme ça seulement qu'on peut exiger que on n'agresse plus l'Afrique. Parce que si on compte, ils vont nous appeler pour discuter. Et quand ils vont discuter, on va mettre ça dans la balance. Donc, ce que je dis, c'est important. Il faut déjà être solide entre nous. Et c'est notre solidité qui va nous faire respecter. Et de là, on va nous appeler pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous appeliez à voter pour moi. Et c'est là que ça se joue. Voilà, je m'arrête là pour le moment, on va finir. Voilà. Alors on reviendra sur tous ces points de fond en large ou de fond en comble, puisqu'on le sait très bien. Si je prends le cas des États-Unis, par exemple, avec soit la communauté afro-descendant ou la communauté portoricaine, c'est des communautés sollicitées qui sont chéries par les politiques, surtout pendant les élections présidentielles. Alors, est-ce que c'est le cas ici en France? On ne voit pas trop ce côté-là, cette séduction de la politique française vis-à-vis de ces communautés. Est-ce c'est parce que cette communauté vote peu ou n'accorde pas d'importance à ces élections? Alors, coach, en 2017, après l'effondrement de la gauche socialiste et les difficultés de la droite avec François Fillon face à la justice, Emmanuel Macron a réussi à transformer l'essai et a gagné l'élection présidentielle face à Marine Le Pen. Mis en difficulté sur son programme, les Africains de la diaspora ont profité de cette opportunité pour se rallier à Emmanuel Macron et se faire élire à l'Assemblée nationale, abrité derrière Macron. L'effet surprise de 2017 peut-il se produire en 2022, selon vous? Non, mais bon, c'est ce que je disais là. Voilà, justement, avant de revenir sur ça. Est-ce que la voix des Africains d'origine, ou bien les Français d'origine africaine pèse vraiment dans les élections? Est-ce qu'ils sont considérés par les politiques françaises? Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Regarde, dans les élections, dans les campagnes, là, quels sont les grands thèmes? Le grand thème, c'est l'immigration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans un pays. Les gars, les candidats servent sur nos têtes. C'est-à-dire qu'ils parlent de nous. Et on n'a aucun représentant pour nous défendre. Ni en association, ni à l'Assemblée nationale. Parce que c'est ça. Tout à l'heure, dans ton introduction, tu disais que certains sont à l'Assemblée nationale. Mais ils ne sont pas là pour nous. Pour être qu'on n'y est pour rien, pour qu'ils soient là-bas. Parce que les gens, ils prennent quelques-uns d'entre nous, on les travaille, ils ne sont plus avec nous et puis on les prend. Donc, bon, que voulez-vous? Ils ne sont pas là-bas pour nous défendre parce que, premièrement, ils ne nous doivent rien. Vous savez, au printemps de la diversité, une année, on a insisté pour que Mme Taubira vienne. Elle était parmi nous, là. Déjà, la première fois, il y avait une Belge. Vous avez salué sa candidature, après qui s'est Non, elle avait déjà perdu. Et elle est venue. Alors, quand on est allé la chercher, elle était malade, elle portait même des béquilles. Mais elle a tout fait pour venir, on l'a convaincue, elle est venue. Mais quand elle est venue, on croyait qu'elle allait nous faire des bisous. Non. Elle nous a dit ouvertement que j'étais candidat il y a 2 ans. Mais je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu. Cette même dame-là, on l'a injuriée. Qui ont? Quelqu'un, voilà, je ne suis pas là pour dénoncer, mais tout le monde a entendu. C'était à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui ont fait des cris de je ne sais pas quoi là. De singe. Bon,
Mais il n'y a rien eu. On l'a laissée toute seule. Vous voulez qu'elle gâche son mandat pour nous? Non. C'est du donnant-donnant. Quand vous parlez pour nous... Elle est candidate. Elle ne voit pas de noir. Elle ne voit personne. D'accord. Et puis, elle est élue, ou bien pas élue, mais elle a son petit poste de député. Vous voulez qu'elle donne tout pour nous? Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'on soit organisé, que parmi nous, quelqu'un dise, bon, Jean-Luc Mélenchon, chaque fois qu'on a agressé l'Afrique, il est avec nous, donc on va vers lui. Une fois c'est dit que le gars il est là, quand on dit, bon, écoutez, allez attaquer telle personne, je dis non, je peux pas. Mais excusez, voilà. Et si c'est pas une communauté qui est autant courtisée par ces politiques, c'est là personne le problème. Ne nous courtise. On prend quelques-uns qui sont bons, parce qu'il y a beaucoup de Noirs ici qui en ont dedans. On en prend, et puis on les utilise souvent contre nous. C'est ça. Donc, c'est parce qu'on n'est pas fort. Et nous-mêmes, regarde une jeune fille brillante que Sarkozy a vue parmi nous. C'est parmi nous qu'il l'a enlevée. Il a fait ministre. Mais au lieu de se rapprocher, qu'est-ce qu'on fait? On la critique, non. Mais attends, on la paye pas. Est-ce que cette désillusion n'est pas le problème? Le fait que cette communauté afro n'est pas considérée autant. Parce que si c'était bien organisé, si ils étaient bien unis, si ils s'accordaient cette importance-là, à chaque élection, je pense, ils allaient aller vers eux, c'est-à-dire les candidats, ils allaient aller vers eux pour chercher à avoir leur voix. Les fautes sont partagées. Les fautes sont partagées. Voilà, c'est pas des fautes, je sais pas. Mais en tout cas, la dialectique que chaque groupe, que ce soit nous, que ce soit les candidats utilisent, n'est pas la bonne. D'accord. Parce que au départ, regarde, moi, je suis chez moi. J'ai un ami qui m'appelle, oui, il y a un Ivoirien qui veut être candidat, il nous invite. Mais non, un Ivoirien qui veut être candidat en France, là, je le connais depuis. Voilà. Donc, c'est pas maintenant que je vais aller supporter. Non, mais ici, on est en Côte d'Ivoire. Moi, là, un Ivoirien que je connais pas, il veut dire qu'il veut être candidat en Côte d'Ivoire, j'irai vers lui. Mais en France, ici, c'est lui qui vient vers moi d'abord. Voilà. Donc, il y a ces choses-là qu'il faut. C'est-à-dire que faut pas nous snober non plus. Parce que toi-même, qui es fils, tu te reconnais en nous, si tu nous snobes, on va te snober à la fin. Donc, il faut partir, même une femme peut partir, vous verrez, hein, la première, ou bien le premier qui va arriver le plus haut possible en tant que noir, et qui va être accepté, sera peut-être quelqu'un qui est parti d'une association. Oui. D'accord. Alors, coach, vous êtes panafricaniste, je l'ai dit à l'entame de cette émission. Quel est le bilan de la présidence d'Emmanuel Macron dans les pays africains? Ça, c'est... Bon, tu m'en demandes beaucoup. Il le faut. Parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui, un Africain qui se respecte a besoin d'entendre ce que je dis. Non. C'est tellement visible. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a la télé, il y a tout pour savoir ce qu'il fait. Son bilan, là, actuellement, il est en campagne, il va vous le dire. C'est que moi, ce qui m'intéresse. Nous, on peut le dire, coach, parce que... Oui, dites-le, mais ça ne changera rien. Ce qui peut changer, c'est de faire en sorte que si on n'est pas content, qu'il ne soit pas élu. C'est ça qui compte. Alors, si on n'est pas organisé, qu'il est réélu, mais il va refaire ce qu'on n'aime pas. Est-ce que ça, c'est difficile? C'est pas difficile. Quand on peut faire quelque chose pour changer, il faut le faire. Sinon, la chose va se répéter. Alors pour vous, ce bilan est mitigé ou bien... Non, moi, j'ai tout ce qui est relation. Tu vois, je suis français, hein, je le dis. J'aime bien ce pays, j'ai rien contre. La seule chose que j'aime pas, c'est les relations, c'est-à-dire la manière dont ils traitent. Et les Antilles, les dom-toms, et l'Afrique. C'est leur relation entre les deux là. C'est tout ce que je reproche à ce pays. Voilà. Bon. Mais que ce soit là-bas, que ce soit ici. Ici, d'accord. L'Africain qui s'emmène ici, bon, quand tu es dans l'eau, tu apprends à nager. Bon. Mais celui qui est là-bas, qui n'a rien demandé, pourquoi on peut le bombarder? Pourquoi on peut agir sur son prix? Pourquoi il doit prendre l'argent
de la France que la France lui impose pour nourrir sa famille. C'est ça. Donc, quelqu'un comme Macron, Sarkozy d'abord, mais Macron encore plus, parce que c'est des jeunes. Ils ne connaissent pas la colonisation. Et puis, ils arrivent... Oui, il n'y a rien qui change. Aux élections, à la dernière élection, les Africains ont profité, ont préféré se rallier à Macron que Marine Le Pen. Et après, Macron, c'était un ouf. Les Africains pensaient que ça allait être un ouf de soulagement. Mais après, c'était une déception. Non, mais ça ne peut pas être une déception. Ça ne peut pas être une déception. On a vu les choses, ce qui s'est passé, et ce qui se passe même au Mali, au Burkina, en Guinée ou en Centrafrique. Ça ne peut pas être une déception. Quand, entre deux mauvaises choses, tu choisis la moins pire, tu ne peux pas être déçu. Parce que dans ce pays, bon, je parle juste du langage, hein, on sait ceux qui aiment l'Afrique, on sait ceux qui prennent l'homme d'abord avant de réaliser sa couleur, tout ça, par leurs actes, par leur discours, on les connaît. Bon, quand vous dites que des Africains sont allés vers Macron, mais ils attendaient quoi? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient à une vraie réforme. Quelle réforme? Non seulement il va prendre quelques-uns, aller à Montpellier, faire du cinéma, et puis les Africains vont croire que lui va changer quelque chose, il ne changera rien du tout. Ce qu'on voit, c'est que des fois, quand j'entendais Sarkozy, ou bien des fois dans les discours, on dirait que c'est De Gaulle qui parle. C'est des jeunes, ils n'ont rien changé dans les relations France-Afrique. Parce que c'est pas le français là que vous voyez, le jeune professeur qui passe, ou bien le jeune banquier là. Non, c'est pas lui. Il y a un groupe de France, en France ici, qu'on appelle la France-Afrique. Et c'est elle qui dirige. Elle prend, au nom de la France, au nom des Français, elle tue des gens chez nous. Elle vole les gens chez nous. Elle pille au nom des Français. Mais le Français est moyen là, il n'a rien dedans, il ne gagne rien. Parce que l'argent qu'ils prennent là-bas, ils viennent ici pour prendre encore l'ascendant sur le Français moyen. Et ils lui crachent dessus. Donc, ils ont intérêt, eux aussi, le Français moyen a intérêt à s'associer à nous dans notre lutte pour l'émancipation de l'Afrique. D'accord. On reviendra encore sur ces questions. Vous allez me donner votre avis. Est-ce à qui aujourd'hui cette communauté africaine doit faire confiance parmi ces candidats entre Marine et Macron et Jean-Luc Mélenchon? Bon, pas Zemmour. Bon, il y a le courant faciliste qui passe et qui dit que bon, ils sont tous pareils. Mais non, ils ne sont pas tous pareils. Ils sont pas tous pareils. C'est mon discours à moi aussi. Oui, mais ils ne sont pas tous pareils. C'est les personnes différentes, mais le même discours. Alors, on reviendra sur ça. Alors, on a notre invité, troisième déjà, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, monsieur Emmanuel. Bonsoir. Vous êtes dans les transports, mais enfin, vous avez pu venir. Absolument. C'est le plus important. Alors, avec vous, il était question qu'on aborde des questions liées à l'élection présidentielle française. On a dit quelle est la place des électeurs les électeurs français d'origine africaine. Quelle est leur place, quel est leur poids dans cette élection, M. Emmanuel? Leur poids, déjà, c'est un peu compliqué à évaluer parce que depuis des années, on a demandé qu'on se compte, au moins qu'on puisse avoir des statistiques dites ethniques. La France n'a pas accepté pour des raisons que vous connaissez tous. La France veut bien une communauté nationale qui ne se divise pas en communauté africaine, communauté asiatique, communauté juive, communauté arabe, etc. On sait bien que c'est de l'hypocrisie puisque d'autres communautés existent. Je ne vais pas citer des communes qui ont déjà des adjoints chargés des affaires. Vous mettez ce que vous voulez derrière, juives, arméniennes, pourquoi pas bientôt arabes ou africaines aussi, on pourra les avoir. Voilà, donc on n'a pas pu compter, mais on évalue aujourd'hui à presque 4% la part de la population africaine ou noire africaine, que ce soit africaine de la métropole ou africaine des Antilles et de la Réunion, à peu près, on doit peser autour de 4%. Oui. Mais est-ce que cette communauté, c'est-à-dire les Africains ou ces étrangers français d'origine africaine, pèsent vraiment dans les élections françaises? Est-ce qu'ils ont un véritable poids? Ouais, le problème, c'est que nous avons une population
majoritairement jeunes déjà, puisque les parents et les grands-parents ont vieilli pour la plupart, mais ils ont fait des enfants. Aujourd'hui, les enfants sont beaucoup plus nombreux que leurs parents. Est-ce qu'ils votent? La réponse aujourd'hui, c'est non. Mais je voudrais quand même corriger quelque chose sur la sémantique. Lorsque un Roumain, un Polonais, un Italien s'est installé en France, il était immigrant quand il est arrivé. Quelque temps après, il a appris la langue, il est devenu français. On ne parle plus de quelqu'un de l'immigration. Il n'est pas issu de l'immigration parce qu'il est de communauté, disons, blanche, pour aller vite. Lorsqu'il s'agit d'un Africain, même... je veux dire, à la 3e génération, nos enfants sont issus de l'immigration. Moi, je peux être issu de l'immigration, mais mes enfants ne sont pas issus de l'immigration. Ils sont nés ici. Donc, le mot issu de l'immigration, déjà, pose problème, et moi, je refuse, en tout cas catégoriquement, que nos enfants s'appellent les enfants de l'immigration. Ils ne sont pas de l'immigration. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, c'est que nos jeunes doivent se sentir autant français que les Français qui sont là depuis 300-400 ans. En gros, les Français dits historiques. Donc, autrement dit, dès que vous avez la capacité juridique de voter en France, vous êtes français, il importe peu de savoir d'où vous venez. Donc, ce sont tous des électeurs. Maintenant, s'agissant des particularités de ces enfants, des jeunes, dont les parents sont d'origine africaine, ou les parents eux-mêmes d'origine africaine, je préfère, disons, ce terme-là que de dire issus de l'immigration, ils sont électeurs au même titre que les autres. Et dans chaque élection, et là, j'appelle les Africains ou les Français d'origine africaine, d'une façon générale, à se poser toujours la question: à quoi sert une élection présidentielle, puisque nous sommes dans une élection présidentielle? Elle sert à désigner celui qui, pendant 5 ans, va diriger le pays, va en fait être aux commandes de toutes les décisions d'avenir des Français à l'intérieur comme à l'extérieur, et toutes les populations qui habitent sur le territoire français. Donc c'est le président de la République. Et en ce titre, les électeurs issus d'origine africaine, je cherche le terme, les électeurs issus d'origine africaine ont aussi leur part à jouer. Ça veut dire que dans ce cas-là, comme tout électeur, il doit se poser la question sur l'intérêt de cette élection-là, pour lui. Pas seulement pour son quartier, pas seulement pour sa commune, pas seulement pour son département, mais aussi pour ses origines propres, autrement dit, les origines africaines. Ces électeurs-là, on leur demande de réfléchir sur 3 choses majeures. Et puis, je serai peut-être pas long parce qu'il faut que je laisse la place aussi à Kirman. 3 choses majeures. La première, cette élection présidentielle française va installer un président. Quelle pourrait être sa politique vis-à-vis de l'Afrique? Première question. Deuxième question. Ce président de la République, ou cette présidente, ça peut être une femme aussi, présidente ou président de la République, quelle est la part qu'il va accorder aux Français d'origine africaine dans la conduite des affaires d'ici, locales? Autrement dit, il n'existe pas un ministre noir ou un ministre arabe ou un ministre blanc ou un ministre machin. Le ministre, il est français. Donc, il représente les intérêts de la France en France. Mais ce ministre, il peut être aussi d'origine africaine. Il devra cette fois-ci conjuguer les 2 origines, l'origine africaine et l'origine française parce qu'il est en France aujourd'hui. Donc, il faut aussi que nous interrogions nos candidats sur la part qu'ils accordent aux Français d'origine africaine, mais installés en France. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est sur nos jeunes, sur l'avenir. Qu'est-ce que ce président-là va accorder à une grande partie de la jeunesse des enfants d'origine africaine ou de parents d'origine africaine qui, pour la plupart aujourd'hui, sont soit déscolarisés, soit dans des quartiers complètement difficiles. Je pense à certains départements où le taux de concentration de ces Français d'origine africaine est parmi les plus importants. Et que ce président va-t-il ou va-t-elle faire pour au moins que ces personnes-là se sentent accueillies, reçues, considérées comme des Français à part entière? D'accord. Alors, coach, la question, elle est à vous. À quoi cette communauté aujourd'hui, c'est-à-dire les électeurs français d'origine africaine, peuvent s'attendre de cette élection de 2022? Mais ils doivent rien attendre puisqu'ils font rien. Ils font rien.
D'accord. On regarde. On regarde les gens décider de celui qui va être président, et puis bon, après, quand on ne s'intéresse pas, il ne faut pas qu'on s'intéresse aux conséquences. Voilà. Donc, ce que j'aimerais, c'est que chaque parent africain dise à ses enfants de voter déjà. Puisqu'on n'est pas organisé, mais les familles sont organisées. Voilà. C'est rien. Eux, ils emmènent des kalachnikovs chez nous, mais nous, on a la carte pour voter. Pour choisir celui qui va nous tirer le moins dessus. Point. Mais il faut le faire. D'accord. Si on ne le fait pas, mais qu'on donne la joue. Et puis la vie est simple. Voilà. Alors, la question, parce que je suis désolé, moi je vous proposerai qu'on revienne rapidement sur une nouvelle, sur toutes ces questions, parce qu'on n'a pas suffisamment le temps. On va parler un peu le deuxième sujet, parce qu'il était évident qu'on parle, il était prévu qu'on parle de la guerre Russie-Ukraine, son impact sur le continent africain. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, M. Emmanuel? Sur l'impact. Oui. Parce qu'on sait, depuis le 24 février, la Russie mène une guerre en Ukraine. Les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN ont appelé aux sanctions économiques contre la Russie, mais les Africains sont divisés sur le soutien aux Occidentaux dans cette offensive. C'est une question? Oui. Bon. Il y a deux choses. Je veux dire, il y a trois choses, comme j'ai pu déjà m'exprimer sur une certaine antenne de télévision. Il y a trois choses à regarder pour l'Afrique, globalement. La première, c'est qu'est devenue aujourd'hui l'Europe. L'Europe, je le dis ouvertement et clairement, est devenue une colonie militaire des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, l'Europe ne décide rien sans les États-Unis, mais les États-Unis décident pour l'Europe. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak, on l'a vu également en Syrie. D'ailleurs, quand les États-Unis se sont retirés de la Syrie, vous avez remarqué que l'Europe était complètement absente, en tout cas inaudible. Donc, autrement dit, première chose, c'est que l'Europe aujourd'hui est une colonie militaire des États-Unis d'Amérique, à travers l'OTAN, l'Organisation de traité Atlantique Nord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les Africains ont longtemps attendu l'Europe comme étant une sorte de mère nourricière. Le budget, on n'arrive pas à boucler le budget dans un pays, paf, on téléphone Paris, on téléphone Londres pour savoir si on peut avoir un complément budgétaire. C'est quand même insensé pour des pays qui sont indépendants depuis plus de 60 ans. Deuxième chose donc. Autrement dit, il faut que les Africains se disent, l'Europe à laquelle nous avons cru, qui nous a colonisés certainement, celle qui, pendant plus de 500 ans, a exploité le continent africain, n'a plus la capacité d'aider les Africains. Je vous dis aider. Troisième élément, est-ce que les Africains attendent vraiment de l'aide? Ce que nous n'avons pas compris, ou tout au moins ce que les dirigeants africains n'ont pas encore tout à fait intégré, c'est que l'Europe gagne plus dans ce qu'elle appelle l'aide internationale que l'Afrique elle-même. Autrement dit, chaque fois que j'envoie $10 aux Africains, je récolte en fait 25. Une fois et demi. Donc nous sommes perdants tout le temps. Et il faudra aujourd'hui que les Africains se disent, mais cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre stratégique, au profit des États-Unis et d'Europe. Vous avez remarqué que depuis que le premier missile est tombé sur l'Ukraine, on a appelé les Ukrainiens à quitter le territoire pour venir en Europe. De certains même en profitent en disant ils sont diplômés, ce sont des bons éléments, ils sont blancs comme nous, ils roulent dans les mêmes voitures que nous, comme si les Africains roulaient dans des voitures différentes. Et ce sont des populations quasiment qui vont se fondre dans la masse. Et là, ça rejoint d'ailleurs le premier sujet tout à l'heure sur les Africains, les Noirs issus de l'immigration africaine, donc les Africains, pardon, les Français, d'origine africaine, c'est que l'Ukrainien arrive en France, vous allez voir, dans 6 mois, dans un an, certains Ukrainiens ne seront même plus émigrés. Ce seront des Français normaux. Comme un Français qui est là depuis 500-600 ans. Le Noir qui est ici depuis plus de 70 ans, même depuis 4 ou 5 ou 6 générations, est toujours issu de l'immigration. Vous voyez, donc, cette différenciation déjà sur les individus pose problème. Ça, c'est la question que les Africains devraient se poser. En se disant, mais puisque cette guerre ne nous concerne pas directement, pourquoi allons-nous nous fatiguer aux Nations Unies dans les résolutions à voter pour ou contre
l'Ukraine, la Russie, alors que ce sont les États-Unis qui mènent la danse. Les Africains n'ont pas à se déterminer par rapport à la Russie, ni par rapport à l'Ukraine. Les Africains se déterminent par rapport à eux-mêmes. Ils devraient se rappeler que depuis 60 ans, simplement pour donner les chiffres, dans les années 90, c'est pas vieux, en 1990, les Chinois, les Vietnamiens, les Cambodgiens mouraient de faim. La Cambodge sortait déjà d'une situation de guerre intérieure complexe. Les Vietnamiens ont été gazés, bombardés dans les années 60. Dans les années 90, début 90, ils étaient plus affamés que les Africains. Le niveau de vie de Sud-Est asiatique, vous enlevez Singapour, un petit peu le sud de la Chine, les gens étaient malheureux. Aujourd'hui, ce sont les Africains qui vont quémander en Europe, à Singapour, en Chine, bientôt au Vietnam, et nous sommes des mendiants partout. Partout où il se crée des richesses, l'Africain est là pour aller mendier. Ça n'est pas normal. On mendie en plus les transformations des produits qui sont issus de l'Afrique. Pour venir à la guerre maintenant entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Cette guerre ne devrait même pas attirer l'attention des Africains pour une raison simple. Même deux raisons simples. La première, c'est que cette guerre de stratégie, c'est une guerre de positionnement entre les États-Unis et la Russie. Vous avez remarqué que les États-Unis avaient déjà décrété les sanctions contre la Russie. Ça fait depuis 2008 à peu près. Et lorsque l'Ukraine a bombardé les populations du Donbass, dans les années, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, les organisations internationales considèrent qu'il y aurait à peu près 15 000 morts. Mais on n'a jamais levé le doigt. Les États-Unis n'ont jamais poussé un cri. L'Europe n'a jamais poussé un cri là-dessus. Mais par contre, les Africains s'intéressent aux questions des guerres qui se passent ailleurs, sur les terres qui ne concernent pas. Donc, autrement dit, cette guerre-là, c'est le positionnement entre les États-Unis avec l'Europe, avec l'OTAN qui est l'instrument militaire, par rapport à la Russie. On a voulu approuver la Russie, donc dans les sanctions militaires, les sanctions économiques. On est en train de les approfondir au maximum, de façon à affaiblir autant que possible la Russie, armée pendant ce temps l'Ukraine, pour inverser en fait les rapports de force. En disant peut-être d'ici quelques mois, lorsque l'Ukraine aura acheté suffisamment d'armes, avec 40 millions d'habitants, je ne sais pas comment ils vont dépasser les 130 millions de Russes, mais c'est en tout cas la volonté de l'Occident. Et comme cela, on aura affaibli la Russie, on aura suffisamment cassé toute dynamique internationale de la Russie, et l'Ukraine pourra prendre le dessus. Il sera en fait une sorte de cheval de Troie pour l'Occident. D'accord. Que devient maintenant l'Afrique dans cette affaire? Aujourd'hui, vous entendez partout les gens qui disent, mais enfin, cette guerre-là appauvrit les Africains, et la femme et les Africains, les carburants et les produits dérivés du carburant en Afrique sont devenus encore plus chers, 2 fois plus chers qu'ils ne l'étaient auparavant, parce qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les dirigeants africains devaient se poser la question, en quoi le blé de l'Ukraine ou le blé de Russie est meilleur que celui qui est produit au Tchad, qui est produit au Cameroun, qui est produit au Rwanda, ou en Afrique du Sud, ou en Côte d'Ivoire? En quoi ce blé est-il plus important, plus nourrissant que celui que nous produisons chez nous? Donc les Africains devaient se poser la question. Cette guerre-là ne les concerne pas. En revanche, ils nous posent une autre question, c'est de savoir comment pouvons-nous construire les politiques d'autonomie et d'autosuffisance et alimentaire et sécuritaire. Ça veut dire demain, il faudra que les Africains se posent la question en se disant quels sont les moyens que nous avons pour produire chez nous, consommer chez nous et même partager entre nous. Ça veut dire que si je produis le blé en Afrique du Sud, qu'il puisse être acheminé jusqu'au Tchad, jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au Kenya et vice-versa. Autrement dit, nous avons besoin de développer les infrastructures à côté de l'agriculture pour nous suffire à nous nourrir, à nourrir nos enfants sans attendre l'issue de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Enfin, la question militaire, je m'arrête après. Aujourd'hui, nous avons remarqué que l'Union européenne est en train de dégager des sommes immenses pour l'armement de l'Ukraine. D'ailleurs, j'ai entendu ce matin que l'Union européenne va encore sortir 500 millions d'euros pour l'achat des armes pour l'Ukraine. À ce que je sache, on n'a jamais mobilisé autant de moyens, plus d'1 milliard d'euros, pour aider les Africains à s'armer. Oui. Donc, les Africains devaient se poser la question, mais en quoi cette guerre-là nous concerne, puisque les Européens et les Américains sont en train de nourrir les Ukrainiens pour aller bombarder cette fois sur leur tour la Russie. Les moyens militaires et les moyens financiers qu'on met sont colossaux par rapport à ce que nous percevons. Donc, aller voter une résolution des Nations Unies pour qu'on accroisse les moyens
pour l'Ukraine d'aller bombarder la Russie, mais il faut être insensé. Il faut être un Africain vraiment un peu en retard sur le monde pour aller soutenir la fête des autres. Il faut que nous revenions chez nous, que nous posions la question sur la sécurité en Afrique par les Africains, l'alimentation des Africains par l'Africain, l'éducation de nos enfants par les Africains, la création de nos infrastructures en Afrique par les Africains, avec la coopération de ceux qui veulent nous aider. Mais n'attendons pas de cette guerre qui puisse nous rendre plus heureux. Et nous faire pas. Un sujet très très important, mais qu'on ne pourra pas énumérer toutes ces questions qu'on a prévues, puisque ça demande le temps, franchement, de pouvoir gérer toutes ces émissions. Mais en tout cas, un numéro spécial encore est prévu entre les deux élections. Le premier tour qui commence déjà, qui sera le 10 avril. Alors, une dernière question pour vous, monsieur Emmanuel et coach. Les menaces de suspension des aides de l'UE en Afrique sont-elles fondées? Mais bon, moi je vais revenir rapidement. Allez-y rapidement. Les Africains, on va gérer le temps. Vous parlez de la question de l'Ukraine, là, pour moi, les Africains, d'abord, leur voix ne compte pas. Il ferait mieux de se taire et de s'occuper d'eux. D'accord. Pour vous, l'Afrique n'a rien à voir avec cette crise? Non, ça ne compte pas déjà. D'accord. Parce que pour que ta voix compte, il faut se faire respecter. Voilà. Quand ils ne peuvent pas gérer, vous voyez comment on les regarde, comment ils gèrent la question du Mali, de la Guinée, tout ça, avec la CEDEAO, là, comment voulez-vous dire que les gens d'ici tiennent compte de leur voix? C'est pas possible. Qu'ils ne rêvent pas, qu'ils se taisent. Bon, ça c'est d'un. Et deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que, imaginez-vous que nous, là, on entend sur la question d'Iran, on entend des gens, des cadavres qui se lèvent, qui fument une clope et qui vont se recoucher. On entend encore des mots comme on appelle charnière, oui, des forces communes et tout. Lui, le Rwandais, moi je suis ivoirien, vous croyez que quoi? On va croire à ça? Mais ils n'ont qu'à faire mieux encore. Parce que c'est ça. Donc, cette crise-là, les Africains devaient rester là. On entend encore ces pays, on va fouiller des choses. 10 ans, ils n'ont pas pu trouver une seule preuve contre que des gens nous ont pris la tête ici. Ils n'ont qu'à prouver ça d'abord. Et vous ne voyez pas qu'on ne parle que de l'Ukraine. C'est-à-dire que les armes, ils viennent de donner le chiffre qu'on donne pour armer l'Ukraine. C'est pour tuer des perdrix. Ils n'ont jamais tué un Russe. Mais entre nous. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc, et regarde, la prochaine fois, on va vraiment analyser ce problème. Oui, mais je dis, voilà, il faut qu'on passe à autre chose. Les Africains n'ont qu'à rester en Afrique. Si c'est ça, les présidents africains. Voilà. Oui, ce que dit coach, il a tout à fait raison. Ce problème ne concerne pas les Africains. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faudrait se dire, on les a invités, il n'y a pas longtemps, c'est au mois de mai, pour se partager un petit gâteau de quelque chose comme 300 milliards de dollars. Mais on ne les verra pas d'ici 2025. Hein, donc, à la limite, ils sont venus juste pour la galerie. En moins d'un mois, on vient de réunir 450 millions Union européenne, 300 millions pour la France, 500 millions aujourd'hui l'Union européenne, déjà au-delà de 1 milliard 400 millions. Et les États-Unis font pareil. Aujourd'hui, les États-Unis doivent être, à moment confondu, à peu près à 500 millions également. Donc, on est presque à 2 milliards. À moins d'un mois. 2 milliards pour soutenir un pays qui s'appelle l'Ukraine contre la Russie. Ce problème ne nous concerne pas. Et encore une fois, ce qu'il vient de dire, c'est même affligeant. Il y a eu un problème en Centrafrique. Il y a un problème au Mali. Tout ce qu'on dit, c'est le président malien n'est pas légitime parce qu'il a fait un coup d'État militaire. Celui du Tchad, par contre, au passage, lui, n'a pas fait un coup d'État militaire. Bon, voilà. Nous avons des paradoxes que nous ne savons pas gérer nous-mêmes. On n'a pas encore géré les conséquences de la destruction de la Libye. On n'a pas encore géré ça. Le président Laurent Gbagbo vient de passer 10 ans à La Haye. On n'a toujours pas trouvé l'once d'une preuve. Il est aujourd'hui acquitté totalement. Et les Africains ne se posent pas la question de comment ils ont été manipulés jusqu'à créer des preuves qui n'existent pas, naturellement. Et heureusement que la justice est passée par là. Si on était resté que sur les justices politiques, Laurent Gbagbo sera encore en prison jusqu'à la fin de ses jours. Vous voyez, nous sommes dans des paradoxes tels que les Africains devaient se poser la question, mais depuis 60 ans que nous existons en tant que nation, qu'est-ce que nous valons concrètement? Aujourd'hui, l'Européen ou l'Américain vous dit vous ne valez rien. Simplement, ce qu'on veut, c'est que
au moment du vote, vous êtes 54 pays en Afrique, quand on vote une résolution, on voudrait bien qu'au moins plus de la moitié, ça veut dire au moins 28, 29, puissent voter pour. Pour le reste, on ne comptera pas. Bon, alors bien sûr, on va les embarquer en disant, vous allez voter pour. Si vous ne votez pas pour, alors là, c'est la menace, vous avez bien indiqué, de Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne. Si vous ne votez pas les résolutions que nous avons proposées contre la Russie, alors vous n'aurez pas d'aide. C'est quoi cette menace-là? C'est l'enfant qui n'a pas fait ses devoirs, il n'a pas mangé avant de se coucher? Mais on nous prend pour des imbéciles. Les Africains devraient se réveiller un peu. Maintenant, je vais faire un lien avec l'élection française. On n'a que 2 minutes. Hein. Élection française, oui, je ne serai pas long. L'élection française. Nous avons, depuis des années, souhaité qu'il y ait une monnaie de l'Afrique de l'Ouest. On y a travaillé, beaucoup d'économistes y ont travaillé dessus. Et il devait s'appeler l'ECO. Tout le dossier technique a déjà été proposé. C'est prêt. Il restait les modalités de mise en œuvre. Un traître africain décide avec un certain président étranger, je ne vais pas dire son nom puisque nous sommes en campagne électorale, et il décide que l'ECO devient une monnaie proposée par l'ancienne puissance tutélaire pour gérer les affaires économiques africaines. Mais on se moque du monde. Ça veut dire qu'on considère que les Africains sont incapables de gérer leur monnaie. Et je passe au passage, pour ceux qui nous écoutent, le Rwanda, puisqu'il a cité le coach tout à l'heure, le Rwanda, en 1994, le pays a été détruit. Pendant 4 ans, il n'y avait pas de monnaie dans le pays. On faisait du troc. Le ministre est payé un sac de riz, 1 kilo de maïs, etc. Il n'y avait pas d'argent. Et je me rappelle moi-même avoir reçu un ministre des Finances qui était en difficulté pour payer son hôtel. Pour vous dire, en Belgique. Eh bien, on s'est posé la question de comment faire. Et il fallait créer la monnaie pour que le pays existe. La monnaie, c'est un attribut de souveraineté, c'est un attribut d'identité d'une nation. Et cette monnaie a été créée. Aujourd'hui, le Rwanda a sa monnaie. Il la gère bien d'ailleurs. Très bien. Bon, bien sûr, les performances économiques sont telles qu'il ne peut pas rivaliser avec le dollar, avec l'euro. Mais la monnaie existe. Le pays en fait ce qu'il veut. Il faudrait que les Africains se posent la question en se disant, mais est-ce que nous allons toujours attendre que les Européens ou les Américains, même les Chinois, décident pour nous? Eh bien, Nelson Mandela avait dit, celui qui décide pour nous, sans nous, il décide contre nous. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Il faut que donc on se réveille, et je rappelle encore les jeunes Français d'origine africaine, le mot issu de migration, vous me le rayez du vocabulaire, que ces jeunes-là aillent voter, en pensant toujours à leur avenir. Pas à l'avenir de leur quartier seulement, pas à l'avenir de la commune dans laquelle ils habitent, mais à leur avenir. Ça veut dire l'avenir de leur avenir ici en France et leur avenir dans le pays d'origine. Donc c'est aussi notre stratégie électorale. Eh bien, les jeunes Français d'origine africaine, que ce soit vous ou vos parents, allez voter. Et voter selon l'intérêt que vous attendez de cette élection présidentielle. Voilà, et c'est sur ces mots de notre invité Emmanuel Nkouzou-Mwami qui va mettre un terme à cette émission. Grand merci à vous, coach, pour votre disponibilité. J'avais un message à passer, moi. Parce qu'ils sont là déjà. Oui, mais ça prend une minute. Allez-y rapidement. Oui, samedi prochain ici, dans ces lieux. Oui, d'accord. Je pense qu'on va se réunir pour aider à la construction d'une médiathèque à Gagnoa. Gagnoa, c'est la ville de Didier Drogba, c'est la ville de Laurent Gbagbo, c'est la ville de tout ce que vous connaissez, là, les Gadi Seli, tout ça. C'est une ville de jeunes où il y a tout. Il y a la culture du café, du cacao et tout. Il y a la culture même telle qu'il a fait là, sur notre ami Siroko. Donc le samedi, une mobilisation et le samedi, on sera ici, c'est-à-dire c'est au 77 avenue de Paris. Voilà, donc j'invite tous les panafricains. Voilà. D'accord. Merci à vous, Emmanuel. On se retrouvera très bientôt encore pour un autre numéro, en tout cas entre les 2 élections. Merci beaucoup. Pour débattre sur ces sujets encore. Merci à vous, coach, pour votre disponibilité. Siroko, à te revoir très bientôt encore sur ce plateau. J'ai déjà une artiste avec qui tu seras sur ce plateau. Je l'ai en tête et puis voilà, ça c'est promis. Merci à tous les auditeurs de Radio Armada. Ne quittez surtout pas tout de suite le Barrio Show avec Sébastien Barrio.